Ah, ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de ma colonie préférée avec son jaune chatoyant. Cette année, j'ai trouvé pas mal de cocons vides assez énormes dans l'aire de chasse qui ont donné du fil à retordre aux ouvrières et qui me font espérer à l'arrivée de soldats. Ça m'a aussi rappelé le traumatisme de l'année dernière où la plupart des majors étaient morts en moins de 48 heures. J'espère que ça va pas se reproduire en 2021. La reprise du développement après l'hiver, c'est toujours un petit moment de suspense. Là, je me retrouvais avec un couvain plutôt confortable et les ouvrières commençaient à fourrager pour relancer la machine. Certaines d'entre elles commençaient même à déplacer les larves vers les endroits les plus optimaux pour relancer tout ça. Et Madame la Reine a bien compris le message. 2 semaines après la sortie du frigo, elle avait relancé une première salve de ponte. Assez rapidement, le couvain a recommencé à avoir vraiment de l'allure et j'étais très confiant. Mais je voulais pas trop m'avancer parce que, vous savez bien, avec les fourmis, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Je voulais rester prudent. Surtout que j'ai constaté que certaines ouvrières, c'était pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Regardez-la, avec son œuf dans les mandibules, à pas trop savoir quoi faire. Enfin, c'est évident, il faut aller dans l'aire de chasse ramener des protéines. Là encore, elles ne sont pas toutes sur le même pied d'égalité. Certaines mettent un enthousiasme débordant pour essayer de ramener quelque chose, alors que d'autres s'en moquent, mais alors royalement. Notre aventurière a beau essayer de tirer de toutes ses forces dans l'autre sens, ça n'y change rien. Et des ouvrières bien plus costauds s'y sont essayées aussi, mais là encore, se retrouvent assez seules dans leur effort. Elle se retrouve tellement esselée qu'elle finit par abandonner. Et quand je vois ça, je me demande comment elles fonctionnent entre elles dans une colonie. Mais bon, si on regarde à la fin mars, la colonie semble être sur des bons rails. C'est le plus important. Surtout que, malgré ses efforts un peu dans le vide, la ponte continue. Et ça, c'est vraiment une excellente nouvelle. Madame la Reine ne chôme pas et j'ai bon espoir que la colonie continue de grandir. Avec ces nouvelles arrivantes qui se profilent, il est temps de faire le premier entretien du nid pour cette année. Le tube du bas est vraiment dans un sale état avec toutes les déjections et je me décide à le changer. Je rajoute un tube avec une réserve d'eau, étant donné qu'un des autres tubes a la réserve qui est à sec. Un peu d'hygiène, ça fait pas de mal, surtout qu'il y a de plus en plus de larves. Et regardez bien comme elle s'agite. On dirait qu'elle veut nous dire quelque chose. Ah oui, elle crie famine. C'est vrai qu'elles sont insatiables, ces petites larves. À un tel point que certaines ouvrières commencent à faire des crises existentielles, à se demander « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Regardez-la, ça fait de longues minutes qu'elle a la tête plongée dans le verre. C'est vraiment dur, la vie de fourrageuse. Et c'est pas fini, il y a de plus en plus de cocons dans l'ensemble du nid et les premiers arrivent à maturité avec la naissance des premières ouvrières de 2021. Les ouvrières ont vraiment travaillé comme des pros sous le regard attentif de Madame la Reine qui d'ailleurs, et c'est pas pour nous déplaire, continue de pondre avec beaucoup d'entrain. Quand je vois ce couvain à la fin avril, je me dis que la relève est vraiment assurée. Et ça tombe plutôt bien parce que je repère de plus en plus d'ouvrières en fin de vie dans l'aire de chasse. Ça fait assez mal au cœur à voir et il faut malheureusement aller de l'avant. Et pour ça, je mets de plus en plus de protéines sur lesquelles elles se jettent avec beaucoup d'enthousiasme. La colonie a d'ailleurs bien compris qu'il fallait accélérer un petit peu le rythme. Je les ai vus une fois commencer à déplacer comme ça petit à petit du couvain sans trop comprendre ce qui se passait. Et surtout entasser tous ces cocons vers les sorties des tubes. Je dois vous dire que j'étais un peu inquiet quand j'ai vu ça. Je me suis demandé s'il y avait un problème dans les tubes. Et surtout quand j'ai vu tout ce couvain entassé dans les escaliers, j'ai pas trop compris. Surtout qu'à certains moments, elle mettait beaucoup d'efforts à amener tout le couvain dans les escaliers, et un peu après, tout autant d'efforts à l'enlever. En tout cas, c'est pas les plus à droite. Mais trêve de plaisanterie. À mon avis, c'est parce qu'à cet endroit-là, il fait un peu plus chaud, étant donné que les LED qui illuminent mon armoire sont très proches de ce nid.
Dans tous les cas, je suis content qu'elles prennent très au sérieux l'agrandissement de la colonie. Et elles apportent régulièrement de la nourriture et se battent même un petit peu entre elles pour savoir qui c'est qui lèchera le plus fort pour amener le tout au couvain. Je sais pas pour vous, mais moi je pourrais passer des heures à les observer, même pour une activité aussi bête que manger. Enfin bon, le couvain s'agrandit de plus en plus, et là on est à la mi-mai, et ça s'annonce vraiment parfait pour le reste de l'année. À ce moment-là, je me rends compte qu'il commence à y avoir de plus en plus de restes de cocons, notamment dans l'aire de chasse, et surtout, des gros restes de cocons. À un tel point que certaines ouvrières se retrouvent en grosse galère pour amener tout ça jusqu'au dépotoir. En fait, plus j'observe cette colonie, plus j'arrive à la conclusion que les ouvrières là, c'est vraiment pas les plus futes. Non mais bon, regardez là, c'est pas la tâche la plus complexe, mais ça a l'air de demander quand même une énergie totale. Enfin bon, moi ce que j'ai en tête, surtout en voyant ces gros cocons, c'est est-ce qu'il y aura des nouveaux majors? Parce que vous vous souvenez, l'année passée, on avait perdu quasiment la totalité des majors en l'espace de 48 heures, et ça avait été assez traumatique. Allez, haut les cœurs, on va déjà aller voir s'il y a du nouveau de ce côté-là cette année, et on croise les doigts pour que cette fois, ils tiennent un peu plus que 2 mois. Et là, bonne nouvelle, il y a eu plusieurs naissances de majors au cours des derniers mois. Je suis hyper content. Je les retrouve comme ça de temps en temps dans le nid, ils sont pas très actifs, mais ils sont vraiment chouettes à regarder. Cette fois, j'espère qu'ils vont tenir un tout petit peu mieux le choc. Dans tous les cas, je vous tiendrai informé si je me retrouve confronté au même problème que l'année passée. Avec tout ça, je me suis souvenu que j'avais donné accès à la colonie qu'à 4 des 5 tubes qui constituent le nid, et je me suis dit que l'occasion était plutôt bonne pour leur ouvrir l'accès au dernier tube, celui de tout en haut. Assez rapidement, les plus curieuses se sont installées dans ce nouveau tube, un peu comme des sentinelles, et très vite, elles ont été rejointes par d'autres consoeurs. Pour l'instant, l'enthousiasme est plutôt réservé et j'espère que j'ai pas agrandi trop vite le nid. Mais bon, je me réjouis que ça se développe parce que j'ai déjà prévu la suite, et si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine, je me réjouis de les voir là-dedans. C'est un nid de Tar Heel Ants qui me faisait de l'œil depuis vraiment longtemps, et là, pendant l'hiver, j'ai craqué. Le nid est beaucoup trop grand pour la colonie, mais j'ai pas pu résister et j'avais envie de partager avec vous la beauté de ce nid. Allez, vous savez ce qu'on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Et bon, là la ponte continue, alors j'ai envie d'avoir un peu d'espoir quitte à boucher certaines galeries de ce nouveau nid. Bref, tout se passe plutôt bien pour cette colonie et... Oula, c'est quoi? Non, pas la reine. Non, ah ouf, c'est juste une tête de criquet. Quand j'ai vu ça, j'ai complètement flippé, mais ça va, tout va bien. Madame la reine est en bonne forme. À la fin mai, elle est rayonnante et j'espère qu'elle va pouvoir continuer sur cette voie pendant encore tout 2021. En parlant de la reine, vous vous êtes peut-être rendu compte qu'à aucun moment je n'ai donné le nom de cette espèce. Et pour cause, jusque-là je l'appelais Camponotus turkestanus, mais suite à des discussions récentes et des lectures scientifiques que j'ai faites, ça me semble plus juste de parler de Camponotus fetchenkoi. C'est pas en raison de la couleur, mais pour d'autres critères que je vais changer de Camponotus turkestanus à Camponotus fetchenkoi. Si ça vous intéresse, j'ai sorti une vidéo bonus ici où je vous explique mes arguments. Ils valent ce qu'ils valent, vous me direz. Et bon, dans le fond, le nom est sans doute pas très important à notre niveau, mais j'avais envie d'avancer avec ce qui me semblait savoir. Et peut-être que je me trompe. On verra bien.